Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des scolioses idiopathiques de l'adolescent. La présentation a été réalisée par le Dr Thiraud, sous la direction du professeur Lefebvre. Concernant l'incidence de la scoliose idiopathique de l'adolescent, elle touche 1 à 3% de la population. Elle est thoracique droite dans la majorité des cas. Pour rappel, on peut distinguer 3 principaux types de scoliose idiopathique en fonction de l'âge de découverte. On parle de scoliose idiopathique infantile entre 1 et 3 ans. Juvénile, entre 3 ans et les premiers signes pubertaires. Du début de la puberté à la fin de la croissance, on parle de scoliose idiopathique de l'adolescent. C'est l'objet de notre topo. Il s'agit du type le plus répandu, avec une incidence de 393 cas pour 100 000 patients chez les moins de 18 ans. L'évolution naturelle d'une courbure est de s'aggraver durant la croissance. Une période de forte croissance rachidienne entraîne une forte aggravation en l'absence de traitement adéquat. C'est ce qu'on constate au moment de la puberté. Un cercle vicieux se met en place, avec des courbures qui s'aggravent, s'enraidissent et se structuralisent. Duval-Beaupère étaye également cette notion à l'aide de son diagramme qui décrit l'aggravation angulaire de la scoliose et la vitesse de croissance du segment rachidien en fonction de l'âge. On y retrouve un risque de progression maximale au moment de la croissance pubertaire. Ceci s'explique par des phénomènes biomécaniques. En effet, la déformation entraîne une hyperpression dans la concavité, ce qui freine la croissance. A contrario, il existe une diminution des contraintes dans la convexité, ce qui stimule la croissance. C'est la loi de Wetter-Volkmann. C'est ce déséquilibre qui entraîne l'emballement de la déformation à la puberté. On peut opposer 2 grandes catégories de population. D'un côté, les courbures mineures comprises entre 10 et 20 degrés d'angulation et qui touchent autant les garçons que les filles. De l'autre, les courbures majeures, avec une angulation supérieure à 30 degrés et qui touchent 10 filles pour 1 garçon. La scoliose idiopathique est une déformation tridimensionnelle du rachis. Elle se traduit par une courbure frontale d'au moins 10 degrés, une perturbation des courbures sagittales et une rotation axiale des vertèbres les unes par rapport aux autres à l'origine d'une gibbosité. Concernant l'examen clinique d'une scoliose, il comprend une analyse dans les 3 plans de l'espace. Il doit être standardisé, répété dans le temps et consigné. Il permet de suivre l'évolution d'une courbure et de définir une stratégie thérapeutique. Dans le plan frontal, on analyse l'équilibre des ceintures scapulaires et pelviennes. Un fil à plomb positionné en regard de l'épineuse de C7 permet de déceler une éventuelle gîte frontale qui correspond à un déséquilibre coronal du tronc. On peut aussi remarquer une asymétrie du tronc ou de la taille se traduisant par un signe de la lucarne, comme on peut le voir sur l'image. L'analyse du plan axial consiste en la recherche d'une gibbosité par le test d'Adams. On demande au patient de se pencher en avant, genoux tendus, tête et scapula enroulés en avant. L'analyse de l'équilibre sagittal s'effectue à l'aide d'un fil à plomb. On mesure les flèches sagittales en T1, T7, L3 et S2 afin de déterminer si les courbures sont accentuées ou diminuées. À noter que lors de la première consultation, il faut systématiquement réaliser un examen des membres à la recherche d'une malformation, un examen neurologique et un examen cutané afin de rechercher une cause de scoliose secondaire. Concernant le bilan d'imagerie, le système de radiographie biplanaire basse dose EOS est la référence dans le suivi des scolioses. Il présente un taux d'irradiation 8 à 10 fois inférieur à la radiographie conventionnelle. Le scanner n'est pas un examen de suivi de la scoliose. Il est principalement utilisé en préopératoire. Il permet d'analyser, entre autres, la taille et la direction des pédicules vertébraux afin de planifier l'instrumentation. L'IRM est indispensable dès lors qu'il existe une anomalie de l'examen neurologique ou devant certaines formes topographiques atypiques de scoliose. Elle permet d'éliminer une cause secondaire. En 1983, le Dr Howard A. King a proposé une classification de la scoliose idiopathique de l'adolescent. Elle est basée uniquement sur l'analyse du plan frontal. Elle comprend 5 types. Le type 1 correspond à une double courbure avec une courbure lombaire plus importante et plus raide que la thoracique. Les 2 courbures croisent la ligne médiane. Le type 2 correspond à une double courbure avec une courbure thoracique plus importante et plus raide que la lombaire. Les 2 courbures croisent la ligne médiane. Dans le type 3, la courbure thoracique traverse la ligne médiane alors que ce n'est pas le cas de la courbure lombaire. Le type 4 correspond à une longue courbure thoracolombaire incluant L4, L5 étant bien centré sur le sacrum. Le type 5 correspond à une double courbure thoracique avec T1 incliné.
En 2002, le docteur Lawrence G. Lenke propose une classification qui fait maintenant référence notamment en préopératoire afin de fixer les niveaux d'instrumentation. Cette classification prend en compte à la fois le plan coronal et le plan sagittal. Pour mémoriser cette classification, il est important d'en comprendre les principes. Pour caractériser une courbure, Lenke se base sur 3 éléments fondamentaux. La localisation, par exemple thoracique moyenne comme indiqué sur cette slide. Le caractère structural ou non, on peut simplifier en parlant de raide ou non. Et est-ce qu'il s'agit d'une courbure majeure ou mineure? Il distingue 4 régions en fonction de l'apex de la courbure. Thoracique proximale, thoracique moyenne, thoracolombaire et lombaire. Ensuite, il faut repérer la courbure majeure, qui est celle ayant l'angle de Cobb le plus élevé. Elle est obligatoirement structurale. Enfin, il faut voir si les courbures mineures sont structurales ou non. Pour ce faire, il faut réaliser des clichés en bending, c'est-à-dire en inclinaison latérale maximum du rachis, et voir si l'angle des courbures reste supérieur à 25 degrés. Si oui, la courbure est considérée comme structurale. Une fois tous ces paramètres pris en compte, Lenke définit 6 types de scoliose idiopathique que nous allons détailler. Les types 1 à 4 ont tous une courbure majeure thoracique moyenne, qui est donc forcément structurale. Une courbure thoracolombaire ou lombaire structurale s'ajoute pour les types 3 et 4. Une courbure thoracique proximale structurale s'ajoute pour les types 2 et 4. Pour mieux comprendre, nous allons voir quelques exemples. Ici, nous avons une courbure majeure thoracique moyenne avec des contre-courbures thoraciques proximales et lombaires non structurales, car d'angle inférieur à 25 degrés sur les bendings, ce qui en fait une scoliose Lenke 1. Ici, nous avons toujours notre courbure thoracique moyenne principale, à laquelle s'ajoute une contre-courbure thoracique proximale structurale, car supérieure à 25 degrés sur le bending, alors que la contre-courbure lombaire n'est pas structurale. C'est une Lenke 2. Pour la Lenke 3, c'est la contre-courbure lombaire ou thoracolombaire qui est structurale, contrairement à la contre-courbure thoracique proximale qui ne l'est pas. Pour la Lenke 4, tout est structural. Notre courbure thoracique moyenne, bien évidemment, ainsi que nos 2 contre-courbures, thoracique proximale et lombaire. Concernant les 2 dernières catégories, les types 5 et 6 ont tous deux une courbure majeure, lombaire ou thoracolombaire qui est donc forcément structurale. Pour le type 6, il va s'ajouter une contre-courbure thoracique moyenne qui sera structurale. Pour illustrer, voici une scoliose Lenke 5 avec une courbure majeure thoracolombaire et une contre-courbure thoracique moyenne non structurale. Et voici un exemple de type 6 avec une majeure thoracolombaire et une contre-courbure thoracique moyenne structurale. Pour les 4 premiers types, avec une courbure principale située au niveau thoracique, on applique un modificateur lombaire. Il est fonction de l'ampleur du croisement entre CSVL, qui est la verticale passant par le centre du sacrum, et la vertèbre apicale de la contre-courbure lombaire. Comme on peut le voir sur le schéma, on divise la vertèbre en 3 zones. Une zone interpédiculaire, une zone pédiculaire et une zone extérieure à la vertèbre. Le modificateur lombaire sera classé A si la CSVL croise la vertèbre apicale lombaire en zone interpédiculaire. Il sera classé B si la CSVL croise en zone pédiculaire. Enfin, il sera classé C si la CSVL croise en dehors du pédicule. Ce modificateur lombaire renseigne l'opérateur quant à la nécessité d'extension distale du montage afin de limiter le risque d'aggravation de la courbure lombaire en post-opératoire, ce qu'on appelle communément l'adding on. Cette classification présente également un modificateur sagittal basé sur la syphose thoracique T5-T12. Il sera classé minus si la syphose est inférieure à 10 degrés. Il sera classé N comme normal si la syphose est comprise entre 10 et 40 degrés. Au-delà de 40 degrés, il sera classé plus.
Ce modificateur sagittal renseigne l'opérateur quant à la nécessité d'extension proximale du montage afin de rétablir une kyphose physiologique et de limiter le risque d'hypocyphose post-opératoire. Concernant la prise en charge thérapeutique, nous pouvons la schématiser selon l'algorithme suivant. Chez les patients porteurs d'une courbure d'angulation inférieure à 20 degrés et non évolutive, une simple surveillance par examen clinique et radiologique tous les 6 mois sera de mise jusqu'à maturité osseuse. Pour les patients présentant une courbure d'angulation supérieure à 20 degrés ou évolutive, il convient de freiner l'aggravation par un traitement orthopédique par corset jusqu'à maturité squelettique. Enfin, au-delà de 40 à 45 degrés pour une courbure thoracique et de 30 à 35 degrés pour une lombaire, un traitement chirurgical sera à privilégier. On pourra opter pour une arthrodèse vertébrale postérieure, qui consiste à corriger la déformation sur des tiges préalablement galbées selon la forme souhaitée. On réalise des arthrectomies et une autogreffe osseuse postérieure afin de gagner en souplesse péropératoire et d'obtenir une fusion vertébrale à terme. Théoriquement, cette technique s'effectue à maturité osseuse car elle entraîne un arrêt définitif de la croissance rachidienne. La fixation des tiges au rachis peut se faire via différents moyens. Des vis pédiculaires sont utilisées dans la plupart des cas, comme on peut le voir sur la radio. Les bandes sous la mère peuvent également être utilisées en complément des vis dans des montages dits hybrides, plus rapides et pourvoyeurs de moins d'infections que les montages par vis exclusives, mais avec une moins bonne capacité de réduction. On peut également citer les crochets sus et sous la mère, transversaires et pédiculaires. La modulation de croissance du rachis par voie antérieure est une technique récente. Elle permet de corriger la déformation tout en respectant la croissance résiduelle du tronc et la mobilité du rachis. Elle consiste à insérer des vis dans les corps vertébraux et à tendre une corde du côté de la convexité afin de favoriser la croissance dans la concavité et ainsi corriger la déformation. C'est une technique réalisée sous thoracoscopie. On ne réalise pas de fusion vertébrale. Elle s'effectue en début de puberté chez des patients à squelette immature. De par son caractère mini-invasif et l'absence de fusion vertébrale, cette technique se situe à mi-chemin entre le corset et la chirurgie traditionnelle. Pour beaucoup de chirurgiens, on peut considérer qu'elle s'apparente à un corset interne. Pour conclure, on retiendra une classification de référence, celle de Lenki. Elle est utilisée quotidiennement par les chirurgiens de la scoliose afin de planifier leurs gestes opératoires. 2 populations à distinguer, les petites courbures, qui concernent autant les femmes que les hommes, et les grandes courbures, 10 fois plus répandues chez les femmes. 3 stratégies thérapeutiques. La surveillance active, afin de traquer l'aggravation d'une courbure légère et peu évolutive, le traitement orthopédique par corset, afin de freiner voire stopper l'évolution d'une scoliose modérée, et enfin la chirurgie, qui permet de corriger une déformation sévère.